RCN. Le son de la différence. Full santé mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le Crepsy et Bipolaire si tu savais. Bonjour, bienvenue à vous sur RCN, bienvenue dans votre émission Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois débat des tabous de la santé mentale et démonte les préjugés. Aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette émission, ceux qui ont l'habitude d'être autour de la table avec nous, Pauline. Bonjour Pauline, comment vas-tu ? Bonjour Thomas, je vais très bien, merci. Très content de te retrouver dans ce studio. Il y a Philippe également qui est avec nous. Bonjour Thomas. Ça va bien Philippe ? La grande forme. Bon, ravi. Alors, je vais redire quand même juste que Pauline travaille pour Espoir 54. Philippe, vous êtes vice-président, tu es vice-président de l'association Bipolaire si tu savais. C'est ça, sur Nancy. Et avec nous également Roman, je vais y arriver à chaque fois, je me ferai avoir Roman. Hein. Bonjour. Roman aussi pour l'association Espoir 54. Bienvenue à toi Roman, ravi de te retrouver. Ils sont avec nous pour nous accompagner dans cette émission qui débattra aujourd'hui de la thématique de la santé mentale et du travail. Je vous présente Bérangère Marchesi. Je me suis pas trompé sur le nom, Bérangère. Marchesi, bah voilà, je savais, il fallait bien que je me trompe. À chaque fois, je me trompe sur un nom. Bonjour Bérangère, comment allez-vous ? Très bien, merci. Vous êtes chef de service de alors je vais le dire à ma façon, la MAPSI, c'est ça, de Toul. Tout à fait. La MAPSI pour maison d'accueil pour les personnes handicapées psychiques, c'est ça ? Maison d'accompagnement. Mais D'accompagnement, voilà, on m'avait mal renseigné au début, mais c'est pas grave. Et donc pour l'association Espoir 54. Tout à fait. Et vous êtes également accompagnatrice vers l'emploi sur le dispositif d'insertion en milieu ordinaire. C'est ça. Voilà, également avec nous Marc Guillemin. Oui, bonjour. Je ne me trompe pas sur le nom, ça va ? Non, ça va. Vous êtes coordinateur du dispositif bénévole intérim pour l'association Espoir 54. Exactement. Et avec vous, on parlera tout à l'heure aussi du bénévolat qui peut être une alternative au travail. Exactement, c'est ça. Ce sera tout à l'heure. Et puis avec nous également, il est un peu un témoin, un représentant des usagers d'Espoir 54, c'est Stéphane Euli. Bonjour Stéphane. Bonjour Thomas. Je me trompe pas sur votre nom. Parfait. Bon, parfait. Et on aura le plaisir de vous écouter un peu nous raconter votre histoire tout à l'heure dans l'émission. D'accord, merci. Avec plaisir. Et vous le savez, pour démarrer cette émission, chaque fois nous démarrons en allant vous voir dans la rue, en vous posant des questions. Je le disais, aujourd'hui on va débattre ensemble de la santé mentale au travail, ou du travail et de la santé mentale. Je crois qu'on peut le prendre un peu dans tous les sens. On est allé dans la rue. Roman, tu es allé dans la rue, je crois, poser quelques questions. Oui, donc on a commencé par un vrai faux. En fait, on est allé dans la rue avec Basile et Stéphane. Et on a demandé aux gens, est-ce que le travail c'est la santé et rien faire ? Est-ce que c'est la conserver ? Le travail, c'est la santé. Oui. Donc vous diriez vrai ? Oui, vrai. Et du coup, rien faire, vous diriez plutôt faux ? Non, rien faire, non, c'est pas... Pas pour moi. Moi, j'ai toujours bien aimé travailler. Donc après, c'est vrai que ne rien faire, des fois, c'est agréable. Mais passer son temps à ne rien faire, à moins que d'être entier ou faire d'autres choses. Mais autrement, non. Moi, je trouve que le travail, effectivement, c'est la santé. Pour moi. Il n'y a pas de réponse simple. Tout dépend du travail et de la santé de la personne. D'accord. Mais il vaut mieux être actif, Oui. d'une manière générale. Pour la santé mentale et physique. C'est compliqué, vu qu'en vrai, est-ce que ça serait pas la même chose ? Si travailler c'est la santé, et ne rien faire c'est se conserver. Est-ce que ça serait pas juste garder sa santé dans les deux cas ? Dépendant de ce qu'on aime faire. Je connais des personnes, des retraités qui ont arrêté de travailler, et du jour au lendemain ils avaient plus d'énergie, ils avaient plus rien, et d'autres qui sont mieux en faisant pas grand chose de leur journée. Donc c'est un choix plus individuel pour vous ? C'est ça. Il n'y a pas vraiment de choix global ou une moyenne. Du coup, Non, je pense que le travail c'est la santé, à mon sens. Je pense que c'est important d'avoir une activité, de se sentir utile. Parce que c'est vrai que ne rien faire, ça rend assez vite fou quand t'es à la maison et tout. Ça fait penser au confinement, donc travailler ça fait quand même du bien. Moi je dirais que non, parce que dans beaucoup de milieux, c'est prouvé que le travail a des effets quand même délétères sur la santé. Il y a beaucoup de personnes qui sont en burn-out et tout ça. Et du coup, ça montre que quand même le système n'est pas encore super bien fait, quoi. Globalement, on a l'impression que le travail c'est la santé, mais il y a quand même quelques bémols, Roman. oui, donc pour faire une petite synthèse, on a travaillé avec Basile là-dessus ce matin. On s'est dit que la plupart des personnes interviewées sont d'accord sur le fait qu'il est important de travailler ou de moins d'avoir une activité, ou du moins. La deuxième personne interviewée nous dit qu'il est important d'être actif pour sa propre santé, tant physique que mentale. Et une étude anglaise a montré que à partir de 8 heures de travail par semaine, c'était bénéfique en fait le travail pour la santé physique et mentale. Toutefois, on peut alors se demander s'il est primordial d'avoir une activité pour être en bonne santé, et alors comment faire
comment maintenir sa santé si on est en incapacité de travailler? Ce qui ressort également de cette première question est la notion d'utilité sociale. Le travail permet notamment de se rendre utile socialement, mais il existe bien entendu d'autres moyens que le travail pour se sentir utile et s'accomplir socialement. Enfin, la dernière personne interviewée ne pense pas que le travail soit la santé, car le travail peut avoir des effets néfastes en fait sur la santé. Ouais, on remarquera comme c'est peut-être un témoignage un peu unique finalement dans l'ensemble des témoignages que vous avez eu dans ce micro-trottoir. Une autre question que vous avez posée dans la rue Roman. Du coup, la deuxième question qu'on a posée, c'est pourquoi travailler? Qu'est-ce que cela vous apporte de travailler? Le travail, c'est le bonheur, c'est la vie, c'est le monde, c'est quand même une obligation de travailler. Mais il faut que ce soit un choix aussi. Déjà les contacts avec les autres personnes, des échanges, on apprend des choses. On apprend toujours d'autres personnes. Donc quand on côtoie d'autres personnes, on apprend plein de choses. Et donc après, on apprend aussi les relations. Je sais pas comment dire, mais bon, je trouve que c'est bien. Voilà. Une gratification personnelle, on se sent utile, on est en contact avec du monde, on est intégré à la société. Oui, on n'est pas là uniquement pour se reposer, sinon le repos n'a pas de sens si on n'a pas travaillé avant. Premièrement, ça rapporte de quoi vivre et pour une bonne partie des gens, ça apporte aussi du bonheur. Vu qu'il y a beaucoup de personnes, leur travail, c'est un de leurs hobbies principaux, je dirais. Une liberté de pouvoir faire moi ce que je veux, payer mon loyer, et puis sortir aussi, pouvoir payer mes sorties, enfin voilà quoi, des sous. Souci pécunier, oui. Parce que j'aimerais bien être indépendante et pas dépendre de papa-maman. Et pour l'instant, j'y arrive. Le bien-être et le dynamisme. Ça tire vers le haut de faire quelque chose et de se rendre utile même. Il faut se secouer. Moi, au quotidien, pour mon cas, c'est la santé déjà et d'avoir une activité, une vraie, d'avoir le sentiment d'accomplissement, d'être utile. Voilà. Ça apporte le bien-être, ça apporte justement pour moi la santé. Le fait de voir autre chose et sortir, se sociabiliser, rencontrer d'autres personnes, se faire des potes et c'est déjà bien du coup. Pourquoi travailler? Après, je pense que c'est parce qu'on n'a pas trop le choix quoi. Faut travailler pour pouvoir avoir des revenus, pour pouvoir vivre. Après, si on fait un métier qu'on aime, c'est pas pareil, mais faut travailler parce que faut contribuer pour la société quoi. C'est comme ça que c'est fait. Ça a toujours un peu été comme ça, mine de rien, depuis des décennies. Travailler, c'est plutôt assez positif si on les écoute. Oui, c'est positif. Pour beaucoup, il y a ce sentiment d'utilité sociale et de socialisation. Le travail permet d'avoir des relations et que finalement, ce travail permet de ne pas se retrouver isolé. Pour les plus jeunes, par contre, on a remarqué que le côté financier était plus important en rapport à leur future indépendance et que ce discours est moins présent chez les personnes plus âgées. Et pour rappel, la première personne interviewée nous dit que le travail est une obligation, mais qu'il faut que cela reste un choix. Les gens ont visiblement conscience que l'on est dans une société régie par la valeur travail. La question du choix n'est pas toujours simple, certaines personnes n'ayant pas forcément la capacité de choisir un travail qui leur convienne. Et puis vous avez posé une troisième question. Oui, alors la troisième question du micro-trottoir, c'est si vous gagnez au loto demain, est-ce que vous arrêteriez de travailler et pourquoi? Je ne joue pas, donc de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Mais j'arrêterai pas de travailler, non. Moi, le travail, c'est la vie. C'est l'oxygène, ça me donne l'énergie, ça me donne le contact, ça me donne de l'argent. Il en faut. Voilà. Même si je gagnais au loto, je n'arrêterai pas de travailler. Ou au pire, je travaillerai moins. Elle travaillerait ailleurs, elle se ferait muter pour pas qu'on la reconnaisse. Au pire, je travaillerai moins, je me mettrai à mi-temps, à temps partiel, mais pour pouvoir un petit peu profiter aussi de mon argent. Mais autrement, je n'arrêterai pas forcément. Non, je ne pense pas, mais je travaillerai différemment. Je ferai mon métier que j'aime beaucoup, mais peut-être plus relax. Je prendrai plus de vacances. Après, je monterai mon business, ouais, ça c'est sûr, parce que j'aurai enfin les sous pour. Mais je travaillerai toujours. Ouais. Non, parce qu'il y a toujours besoin d'une activité. Mais le travail, c'est la santé, donc c'est le bien-être, ça peut être du bénévolat, ça peut être plein de choses. Quand après, on n'a plus besoin de travailler pour gagner sa vie, il faut continuer à travailler pour aider les autres. Non, justement, je pense que je travaillerai différemment. Peut-être plus dans l'investissement, être toujours utile d'une façon ou d'une autre, mais c'est sûr qu'on lèverait un petit peu le pied quand même. Comment se rendre utile du coup?
Je sais pas, en redistribuant, en étant au contact des plus démunis, de rendre un petit peu au local les choses meilleures. Voilà. Je travaillerais mieux, mais je travaillerais quand même. Je choisirais peut-être de créer mon entreprise ou de me développer à l'international ou je sais pas, travailler vraiment dans ce que je veux faire. Je pense pas que j'arrêterai de travailler parce que personnellement, je m'oriente vers une profession que j'apprécie. Et voilà, c'est ça, c'est encore la question que j'ai pas envie d'être là, rien faire, parce qu'au bout d'un moment, même si on gagne au loto et que c'est cool, au bout d'un moment, je pense que dans une vie, c'est long et on a fait un peu le tour des choses à faire. Donc voilà, au bout d'un moment, je pense que je pourrais pas rester tout le temps sans rien faire. Et voilà, Roman. Donc effectivement, globalement, on va continuer de travailler même si on gagne au loto. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ce qui ressort des entretiens, du coup, du micro-trottoir. Et la plupart des personnes souhaitent garder donc une activité, mais l'adapter, cette activité, à leurs choix, à leurs envies. Donc, il y a vraiment cette envie de travailler différemment et pour quelques personnes, diminuer le temps de travail. Ce qui ressort également de cette troisième question, c'est malgré tout qu'il y a cette envie de rendre service, de rendre à la collectivité, aux plus démunis, en travaillant mieux. Comme a pu nous dire une personne interviewée, il y a toujours besoin d'activité pour le bien-être et que la notion d'activité ne se restreint pas à l'activité salariale. Elle nous parle alors du bénévolat qui peut être une activité permettant de s'accomplir autrement. Vas-y, oui. Ouais, je finis. Enfin, ce qui ressort de l'ensemble de ce micro-trottoir, c'est l'importance que les individus portent à la valeur travail. Le travail semble primordial dans les différents discours pour s'accomplir et se sentir inclus dans la société. Mais alors, du coup, comment peuvent s'accomplir et s'intégrer dans cette société les personnes qui n'auraient pas la possibilité de travailler ponctuellement ou de façon pérenne ? C'est une question qu'on va se poser tout au long de cette émission, effectivement. En tout cas, moi j'ai retenu une chose en particulier, vous allez me dire aussi si vous avez entendu la même chose que moi, mais on a vraiment l'impression que le travail, c'est se sentir utile. Ah oui. En un mot, c'est un peu ce qu'on a entendu. Oui. Je propose que dans un instant, on vérifie ça ensemble. On l'a entendu aussi ces derniers jours lors de la dernière allocution du président de la République, Emmanuel Macron. Il a cité le mot travail plein de fois. On va voir ensemble si le travail, c'est la santé ou pas. C'est le thème de cette émission aujourd'hui. En attendant, personne n'a dit que le travail, c'était trop dur. Je l'ai pas entendu dans ce micro-trottoir. Il y en a un qui l'a chanté, pourtant c'est Alpha Blondy. Je vous propose qu'on l'écoute maintenant. C'est un choix de qui, le travail, c'est trop dur, Alpha Blondy? C'est de moi. Alors, et pourquoi, Marc, ce choix? Fan de reggae, c'est tout. C'est une bonne raison. Et puis, si j'avais le choix, moi je travaillerais pas. Très bien. Voilà. Il faut gagner au loto. On se posera aussi la question de savoir ce qu'on ferait tous si on gagnait au loto. Alpha Blondy, le travail c'est trop dur, c'est maintenant et dans un instant, on parle de ce qu'est le travail. Et aujourd'hui, l'émission, j'allais dire sociétale, qui nous concerne beaucoup et dont on parle beaucoup, je trouve, ces derniers temps, c'est le travail et la santé mentale. C'est vrai que ça a été pas mal induit aussi par la dernière allocution du président de la République, je le disais juste avant, Alpha Blondy. Le président de la République, si on l'écoute, je crois qu'il a répété à peu près en 3 minutes 10 ou 12 fois le mot travail. Je sais pas si vous l'aviez tous remarqué aussi. Comment on peut considérer, qu'est-ce que c'est cette valeur travail? Là, je me tourne plutôt vers vous, Bérangère. C'est quoi la valeur travail? Alors la valeur travail, c'est quelque chose qu'on retrouve, mais depuis, je pense depuis qu'on est tout petit, en fait, on entend toujours parler de travail. Il faut bien travailler à l'école, faut trouver un métier qui nous passionne, faut trouver, c'est quelque chose de très très important et qu'on retrouve tout au long de nos vies finalement. Ou quand on rencontre quelqu'un dans un bar ou dans une soirée ou dans n'importe quoi, c'est tu fais quoi dans la vie? C'est une des premières questions finalement qui permet d'entrer en interaction avec quelqu'un. Donc la valeur travail est quand même une valeur très forte avec ce que ça peut générer aussi en termes de revenus derrière. Tu fais quoi dans la vie ou qu'est-ce que tu feras dans la vie quand tu seras plus grand? Dans la Au vie lycée, c'est même au collège, ça commence. Même avant, ça commence presque à l'école. J'allais à l'école primaire, c'est pratiquement une des thématiques abordées. C'est ça. C'est que tu veux faire quoi dans la vie et puis avec quand même une idée de ce qui est un bon métier, de ce qui est un métier peut-être un peu moins valorisé aussi. Donc c'est quand même quelque chose de très très fort depuis, qu'on entend tout le temps en fait finalement. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, est-ce que cette valeur travail, elle a un impact sur la santé mentale? Est-ce qu'on peut considérer justement que le fait qu'on soit conditionné, quelque part, on est conditionné dès la petite enfance à cette notion de travail, est-ce que du coup, ça peut avoir un impact? Sur la santé mentale, alors j'aurais pas de réponse comme ça directement. Travail et santé mentale. Enfin, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, c'était
travail et santé mentale ou santé mentale et travail. Finalement, les deux sont intriqués, je pense. Et effectivement, quand on exerce un travail dans lequel on s'épanouit pas, la santé mentale peut en pâtir. Et inversement, si on a envie de travailler mais que la santé mentale ne suit pas, on peut être privé aussi d'exercer une activité professionnelle. D'autant on entendait dans le micro-trottoir que le travail, finalement, moi, c'est un truc qui m'a marqué dans ce qu'on a entendu. Il y a vraiment cette notion de se sentir utile. Oui, alors effectivement, moi dans le cadre de mon travail et des entretiens que je peux réaliser, une personne qui va venir avec de prime abord, je veux travailler, ça va être la première demande que va exprimer la personne. Et puis en déconstruisant un petit peu ça, en allant chercher un petit peu ce qu'il y a derrière je veux travailler, c'est effectivement je veux me sentir utile. On constate que c'est quelque chose qui revient assez souvent finalement, au-delà de travailler pour avoir il y a aussi l'aspect financier bien sûr qui peut revenir. Il y a l'aspect relation sociale aussi parce que je vais au travail, je rencontre des collègues qui peuvent devenir des amis, etc. Il y a d'ailleurs eu un témoignage dans le micro-trottoir qui utilise, je trouve, une phrase très forte de dire ne pas travailler, c'est un peu comme vivre un confinement. Oui, tout à fait. On se retrouve finalement un peu dans une bulle enfermée, ou en tout cas on n'a plus accès de la même manière, en tout cas, on pense qu'on a plus accès de la même manière au lien social, à sa vie sociale. Au lien social, à sa vie sociale. Après, clairement. On peut se demander si les personnes qui souffrent de fragilité psychique, qui aimeraient bien travailler mais n'ont pas le choix, ne sont pas quelque part dans un confinement permanent quand elles peuvent pas se sortir de cette situation finalement de blocage. Là, ce qu'on remarque quand même, c'est que effectivement, il y a des gens. Si vous gagnez au loto, est-ce que vous travaillez ou pas? Le souci, c'est que les personnes là ont le choix. C'est quand les personnes n'ont pas le choix, c'est là que ça devient un souci. C'est que il y a des tas de personnes fragiles. Vous en avez dans vos associations. J'en ai également au sein de mon travail qui à un moment donné ne peuvent plus travailler et n'ont pas le choix de travailler. D'où ce sentiment finalement de culpabilité, d'inutilité sociale. Et c'est là que c'est là que ça dégringole et qu'on se retrouve isolé de son milieu professionnel et puis par ricochet de son milieu social, de sa famille, de ses amis. Et je pense que c'est là que les difficultés arrivent pour de bon. Peut apparaître effectivement. Oui. Mais c'est là aussi que les associations ont un rôle à jouer, je pense, dans l'accompagnement de ces personnes, peut-être pour les accompagner quand même vers le travail. Est-ce qu'il y a des choses qui existent là-dessus? Alors effectivement, il y a des choses qui peuvent être proposées en termes d'aménagement aussi, de conditions de travail, de postes de travail, pour permettre à des personnes qui ne pourraient pas assumer un travail à temps plein, par exemple. Il y a des aménagements qui sont possibles. Et puis il y a aussi finalement chercher qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté de travailler. Si on est vraiment sur quelqu'un qui dit finalement moi je me rends compte que financièrement j'ai quand même des ressources. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir utile socialement, et si ce n'est pas une activité salariée, parce qu'on parle de travail là comme activité salariée, ça peut être aussi des actions, on en reparlera peut-être par la suite. Je pense pas. J'allais dire, c'est la conscience de Wehrmacht, effectivement, ce sont des choses plutôt de bénévolat, par exemple. De bénévolat, ou des activités même culturelles, de loisirs. Bien sûr. On peut se sentir utile aussi à travers toutes sortes d'activités. Et pour revenir, c'est vrai, à l'accompagnement, ça peut avoir son importance. Je vais vous donner un exemple, que nous, on va vivre ici dans cette radio dans les prochaines semaines. On reçoit un jeune autiste, par exemple, qui doit faire un stage pour valider une terminale. Vous l'avez peut-être d'ailleurs lu dans la presse, Les Républicains en a fait un article. Je trouve ça formidable parce qu'il va pouvoir faire son stage et continuer à aller vers le travail qui est important pour lui, grâce aussi à l'accompagnement d'un AESH. Donc il y a des dispositifs qui existent. C'est pas parce qu'on a des difficultés, qu'elles soient psychiques ou physiques, qu'on peut pas aller vers le travail. Exactement. Il y a des collectivités ou même des entreprises privées qui effectivement développent toute une organisation de qualité de vie au travail et qui permettent à des personnes handicapées, souffrant handicapées physiques ou souffrant de fragilité psychique, qui permettent un accompagnement via le médecin du travail, via le médecin généraliste. Donc il y a quand même des choses qui se mettent en place. Il y a une quotité du temps de travail qui peut être adapté, le travail par cycle, le travail à temps partiel. La difficulté, c'est d'arriver finalement à établir un véritable état des lieux, un diagnostic, et que la personne qui est concernée puisse en parler à ses collègues, en parler à son chef, en parler même au cours d'un entretien d'embauche, même si effectivement c'est pas très vendeur de dire je suis handicapé mais voilà, l'idée c'est de jouer carte sur table et encore une fois d'être accompagné
par son environnement personnel, sa famille, ses amis. C'est pas possible de travailler, d'être en énorme difficulté. La personne qui est en fragilité psychique, c'est parfois 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois plus compliqué à travailler sur le plan de la pénibilité, sur le plan de la concentration. De la fatigabilité aussi. De la fatigabilité. C'est la raison pour laquelle il faut autour de cette personne-là un réseau. C'est travail, famille, mais réseau aussi, réseau médical, réseau familial et activité et donc tout ça. Et donc c'est pour ça que les associations ont un rôle à jouer et donc on en parlera pour effectivement faire en sorte que les gens soient accompagnés, que les personnes soient accompagnées pour pouvoir garder les deux narines en dehors de l'eau. Alors, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la question à se poser de l'accompopagnement des entreprises aussi, dans l'acceptabilité de l'emploi des personnes, par exemple, qui ont des troubles de santé mentale ou parce que on en reparlera. Moi, je lisais des articles en préparant cette émission où globalement on se rend compte qu'en France il y a quand même toujours cette crainte dans l'entreprise de la perte de rentabilité, alors que pourtant on peut créer de la rentabilité à partir du moment où on accompagne aussi les personnes dans leur travail, dans leur santé mentale au travail. Justement, moi je pensais on allait aborder Cap Emploi et DIMO parce que c'est clairement des outils d'accompagnement vers l'emploi pour les personnes qui peuvent être en situation de handicap. Bon, Bérangère, tu sais peut-être mieux que moi en parler, donc je vais te laisser sur qu'est-ce que c'est. Allez Bérangère, on se tourne vers vous. Effectivement, ça va être une sensibilisation qui va pouvoir être réalisée auprès des personnes elles-mêmes, savoir comment on parle de son handicap. Est-ce qu'on en parle ou pas déjà bien sûr. Souvent la question se pose. Est-ce que je dois dire dans un CV, dans une lettre de motivation, quand je candidate, que j'ai une reconnaissance qualité de travailleur handicapé? Ça, la question se pose souvent. Ensuite, comment je parle de mon handicap, une fois qu'on a tranché le oui, non, j'en parle ou j'en parle pas, c'est comment j'en parle. Et finalement, c'est pas faire une série de ça je peux pas faire, ça je peux pas faire, ça je peux pas faire, mais c'est comment je peux justement quelle proposition je peux faire pour tenir compte de ma situation de handicap, mais montrer aussi que je suis capable de travailler, que je suis capable de faire les choses et de suivre un rythme, etc. Et il y a une grosse sensibilisation à faire, je pense, auprès des employeurs, effectivement, et on voit de plus en plus des formes de tutorat, effectivement, aussi qui peuvent se mettre en place pour accompagner les personnes dans l'entreprise à prendre leur marque, à trouver une organisation qui convient. Je vais citer une psychiatre qui a été interviewée par le magazine, je sais pas si vous le connaissez, Madines, qui est le magazine des startups françaises, et qui dit, je trouve un truc qui m'interpelle vraiment. Elle dit: en France, les maladies mentales sont encore souvent méconnues et considérées comme équivalentes à de la faiblesse, de la fragilité, voire même un manque de volonté. Oui, moi ça me cause bien. Dans l'entretien 2, là, il y a une dame interrogée sur le micro-trottoir qui dit il faut se secouer. Moi je trouve que c'est un peu, elle tape à côté, mais c'est pas grave. C'est une bonne dans une bonne intention, mais c'est vrai que c'est tout à fait typiquement ce qu'il faut pas dire à quelqu'un qui est en situation de fragilité, parce que la personne a beau se secouer, c'est pas du tout par cet axe-là qu'il faut entrer. Mais voilà. Mais effectivement, l'opinion publique a tendance à se tromper de la même manière que quelqu'un qui souffre de fragilité psychique ou de handicap psychique, ça se voit pas forcément, ça se voit jamais. C'est ça, voilà, ça c'est une vraie remarque. C'est des maladies invisibles qui ne se voient pas. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un accident du travail se voit, quand quelqu'un se fait une entorse, ça se voit, etc. Et c'est vrai qu'il y a encore cette problématique-là, peut-être de l'accompagnement, à comprendre que le psychisme ne se voit pas, et pourtant c'est quelque chose qui a une vraie implication. C'est ça, ça ne se voit pas, et ça peut frapper la personne comme ça du jour au lendemain, frapper comme l'éclair, comme un accident de voiture. Et la difficulté quand la personne est en situation d'emploi, ça arrive, j'en rencontre dans le cadre de mon travail, la personne à un moment donné se sent traquée, se sent perdue et n'ose pas le dire. Alors pour le coup, elle n'ose pas le dire à ses collègues, parce que elle sait même pas ce qui lui arrive elle-même, elle en parle pas à sa famille, et c'est là que les difficultés arrivent. Et quand on parle de burn-out ou de dépression, il y a souvent derrière des fragilités comme ça, et donc à l'employeur de mettre en place une vigilance, une vigilance, et c'est même un devoir à l'employeur de mettre en place une vigilance pour pouvoir repérer et pour pouvoir permettre à la personne de dialoguer, de discuter via le médecin du travail et puis tout le réseau autour d'elle. On est déjà allé assez loin, on en reparlera, je pense qu'on redébattra un petit peu tout à l'heure sur cette thématique du travail et de la prise en compte de la santé mentale au travail. Mais il y a aussi quand même des fois où on ne peut pas.
travailler. Il faut faire un certain deuil d'une certaine manière. Comment on accompagne aussi à expliquer que peut-être il y a d'autres choses à faire pour se rendre utile à la société, pour développer des relations sociales. Le bénévolat notamment, Marc. Oui, voilà, des personnes en situation de handicap, que ce soit psychique ou physique, peuvent aussi se tourner vers le bénévolat. Donc moi, par exemple, moi qui suis coordinateur du dispositif bénévole intérim sur Esport 54, donc je vais vous faire une petite présentation du dispositif et puis développer ce qui, selon moi, qu'est-ce que le bénévolat peut apporter à des personnes qui sont exclues du monde du travail, du coup. Et oui, parce que je pense que ça peut apporter beaucoup de choses aussi. Oui. Parce que du coup, moi le travail, je considère que le travail, il y a le côté pécunier, le côté utilité sociale. Donc voilà, le bénévolat peut répondre sur la branche utilité sociale. Donc du coup, pour vous faire un historique de bénévolat intérim, donc c'est un dispositif qui a été créé en 2011 par Feu, la coordinatrice d'action sociale, ici présente Pauline Simon. Voilà, on savait pas. Donc ça part d'un constat d'usagers. Je rassure tout le monde, elle est toujours de ce monde, elle est dans le studio. Hein. Je vais bien. Donc ça part de la demande de plusieurs usagers qui étaient la plupart du temps éloignés du monde du travail, dû aux fluctuations de la maladie psychique, mais qui étaient toujours en recherche d'un sentiment d'utilité sociale. Donc, la création de ce dispositif, donc ce sentiment d'utilité, c'est la recherche du sentiment d'utilité sociale par le biais du bénévolat, dans un cadre sécurisant et adapté aux fluctuations de la maladie, du coup. Donc concrètement, bénévolat intérim, c'est un outil qui permet aux personnes accompagnées par les différents services d'Espoir 54 de pratiquer une ou plusieurs activités bénévoles au sein de la métropole du Grand Nancy, en gros. Ouais. Donc la finalité du dispositif, c'est vraiment retrouver un sentiment d'utilité sociale. Hein. Donc l'utilité sociale revient beaucoup vraiment sur ce dispositif. Et du coup, bénévolat intérim permet aussi de mettre en valeur les compétences des usagers. Et on en parlait aussi un petit peu avant, c'est surtout la déstigmatisation de la maladie psychique auprès des partenaires et publics extérieurs. Alors après, pourquoi avoir choisi le nom bénévole intérim ? Oui, pourquoi ? Oui, c'est vrai, c'est une vraie question. Bah oui. Je vais vous le dire. Donc c'est tout simplement, donc c'est un choix, je pense, de Pauline et des usagers de l'époque. C'est tout simplement parce que le dispositif il fonctionne comme une boîte d'intérim, c'est-à-dire que les usagers s'inscrivent sur les missions qui les intéressent, de par leurs compétences, leur centre d'intérêt ou leur envie de découverte. Et le terme intérim est là aussi parce que le dispositif prend aussi en compte comme je vous ai dit, les fluctuations de la maladie. Donc en fait, j'entends par là qu'une personne peut s'absenter plusieurs jours, semaines, voire mois, sans pour autant être exclue du dispositif, quoi. Voilà. Donc sinon, pour en revenir concrètement sur les chiffres, là je vais vous parler de l'année 2020. Donc le rapport d'activité de 2020 de bénévolat intérim montre qu'il y a eu 36 bénévoles qui ont pu bénéficier du dispositif, donc avec un plafond à 40, ce qui représente à peu près 1700 heures de bénévolat sur 168 missions à l'année. Donc ce qui est énorme. Ouais, c'est considérable. Ouais. On travaille avec donc une vingtaine de partenaires sur le Grand Nancy. Ça va des EHPAD, des MJC, des centres sociaux, banque alimentaire, Resto du Cœur, les NJP, le Michto, le CPN. On travaille aussi en interne pour Espoir 54. Pour les structures style SPA comme le Refuge du Mordant, et des collectifs de théâtre comme Autrement dit. C'est super large en fait, ça permet d'avoir des activités hyper variées. Alors en fait voilà, le principe c'est qu'on tape vraiment dans tout parce que c'est l'expression, Pauline. Oui, c'est. Oui, voilà.
Dans Jacques et Michel, on le dit aussi. Mais on tape vraiment dans tout, dans le sens où les demandes de mission se font soit par des partenaires extérieurs qui ont entendu parler de bénévoles intérim, soit par mon réseau que j'ai pu développer avec mes expériences passées en tant que travailleur social, le réseau de Pauline, le réseau des anciens professionnels qui ont été sur le poste, et aussi des demandes, des demandes des usagers. Bien sûr. Voilà. Donc de par ces partenaires, les missions sont du coup très variées. Bah oui. Ça va de l'animation du coup en EHPAD ou auprès d'enfants, du soutien scolaire, que d'ailleurs Stéphane vous pourra en parler, il en fait partie. Des promenades de chiens en refuge, de la manutention sur des festivals, de l'animation aussi sur les festivals, du jardinage, parce qu'on a la chance à Espoir 54 d'avoir un jardin prêté par le domaine de l'année, les collectes alimentaires pour la banque alimentaire, de la mise sous pli, voilà, etc. quoi. Le dispositif donc bénévole intérim propose aussi des formations à l'équipe de bénévoles. Donc c'est des formations que les bénévoles choisissent. Donc ils ont pu faire l'année dernière une formation sur le PSC1. Ouais. Par la protection civile de Nancy. Je crois que Stéphane, tu as participé. J'ai participé, oui. Et on a eu aussi une formation de sculpture sur ballon par un de nos partenaires de la boîte à cirque, Stéphane Perouane. Le PS1, je vais juste préciser, c'est le brevet de secourisme. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, les premiers secours. Et la sculpture sur ballon, alors du coup. Oui. Alors la sculpture sur ballon, c'est le truc que les clowns y font avec les grands ballons. C'est génial. Qui ressemblent à des. Mais pour les animations, c'est super important. C'est pour ça. Pour vos anniversaires. C'est surtout pour les animations sur les festivals. Bien sûr, c'est génial, c'est fantastique. Okay. Parce que voilà. Et donc voilà pour la petite présentation de bénévoles intérim. Est-ce qu'on peut dire que le bénévolat, du coup, ça va effectivement être hyper bénéfique pour une personne qui justement peut pas accéder au travail? Est-ce que justement ce dispositif aujourd'hui, on constate un bénéfice? Voilà, j'allais en venir du coup. Donc voilà, selon moi, le bénévolat, ça sert essentiellement à combler la recherche du sentiment d'utilité sociale qu'on peut retrouver normalement dans le travail salarial, quoi. Autre que l'aspect pécunier, du coup. Mais du coup, le bénévolat, ça montre aussi que même si une personne bénéficie des aides sociales, les minima sociaux comme le RSA ou l'AH, l'allocation adulte handicapé, c'est pas pour ça que cette personne va vouloir rester chez elle à ne rien faire. Non, au contraire, la recherche d'utilité sociale reste présente. Bien sûr. Et c'est exactement le public de bénévoles intérim, c'est exactement ça, quoi. C'est des personnes qui ont de l'argent, même si c'est très minime, mais c'est des personnes qui cherchent quand même à se rendre utile. Voilà, ce sentiment d'utilité sociale qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, revient tout le temps. Puis c'est quelque chose qu'on retrouvait aussi dans le micro-trottoir finalement avec la question sur le loto ou mais même en général, quand on parle de la valeur travail dans ce micro-trottoir, on se rend compte que vraiment ce qui revient, c'est le lien social et l'utilité sociale. Donc là finalement on trouve les mêmes valeurs dans un dispositif qui est accessible à ceux qui vont peut-être pas accès au dispositif du travail finalement. C'est ça. Mais après c'est pareil, j'allais en venir, c'est que on peut comparer ça avec certains retraités par exemple qui gardent une activité bénévole après la retraite, ou même des salariés qui ont une activité bénévole le week-end ou en soirée, quoi. Donc toujours cette recherche d'utilité sociale. Donc très importante. Je vous propose que dans un instant, on écoute le témoignage de notre ami. Stéphane. Je veux pas dire de bêtises. Stéphane. Le prénom. Hein, voilà, c'est ça. Fini. Pardon. Je fais juste attention au temps parce qu'en fait on n'aura plus le temps après. Mais j'aimerais bien qu'on entende aussi Stéphane et son témoignage dans un petit instant. Et puis on aura l'occasion d'y revenir parce que je partage l'idée que le bénévolat aussi a un rôle social extrêmement important. On va écouter d'abord Pink Martini. Qui a choisi le titre Pink Martini? Je ne veux pas travailler. C'est moi. Pauline, tu nous expliques? Écoute, parce que... Il y a le mot martini. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était surtout pour le martini. Non, mais parce que j'aime beaucoup cette chanson, tout simplement. Et on rappellera que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr. On écoute tout de suite Pink Martini et dans un instant on revient et on écoutera le témoignage de Stéphane.
Une émission consacrée à la santé mentale et au travail. Alors autant vous le dire d'ores et déjà, 55 minutes, 1 heure d'émission, c'est un peu court et j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler. Maintenant, à 10h40, on avait envie d'entendre Stéphane et son expérience. Stéphane, vous avez accepté de nous raconter un petit peu, vous, votre expérience. Oui, mon parcours, Votre effectivement. parcours. Alors je reçois mon diagnostic de troubles bipolaires à 25 ans, en même temps que mon arrivée sur le marché du travail. Je ne connais pas du tout ma maladie. Sans diplôme, j'exerce au départ des petits boulots qui ne durent pas et dont le temps limité ne permet ni pour moi ni pour mon employeur de percevoir mes troubles d'humeur. Au bout d'un moment, je trouve un travail qui dure et mes problèmes de santé prennent le dessus. Je suis téléconseiller sur une plateforme téléphonique. De très à l'aise pendant plusieurs mois, je deviens effacé du jour au lendemain. Et c'est d'une incompréhension pour mon employeur comme pour moi. Plus tard, travaillant à la déstigmatisation de ma maladie, je l'exprime lors d'un entretien d'embauche. C'est un échec. Pour mon dernier emploi, auxiliaire de vie scolaire, je décide d'en parler à ma directrice et à la plupart de mes collègues professeurs. Ce sera beaucoup plus aisé pour moi, je tiendrai 2 ans. Et aujourd'hui, après plus de 15 ans de parcours de soins, je suis rétabli et je connais bien ma maladie. Je suis bénévole intérim à Esport 54 avec Marc, car j'ai ce besoin d'utilité sociale. Je fais surtout du soutien scolaire. Et j'ai aussi le projet, le besoin de retravailler, de participer à la société, mais ça c'est encore en projet. Ce que j'entends, hein, on est toujours dans cette thématique, dans ce qu'on entend depuis tout à l'heure, c'est le besoin d'utilité sociale. De me rendre utile, effectivement, de participer à la société. Et les actions bénévoles, pratiquement, que je fais, enfin les miennes, celles que je fais à Esport 54, on prépare des repas pour des compagnies de théâtre, des maraudes, ça me tient à cœur. Pour aussi des expositions. Je fais donc du soutien scolaire pendant les périodes scolaires et du centre de loisirs avec les MJC Nomades. Il y a un partenariat entre Esport 54 et les MJC Nomades de Vendeuvre. Donc ça, je fais principalement ces actions-là. Moi. Après votre expérience professionnelle, qu'est-ce que vous diriez que ça vous a apporté, ce dispositif justement bénévole intérim ? Ça m'aide peut-être à déstigmatiser auprès des gens qui reçoivent les bénévoles et de déstigmatiser nos maladies, nos différentes maladies. Et parce que moi, dans mon parcours pro, je me suis encore en entretien d'embauche, donc je vous le disais, présenter mes troubles bipolaires, c'était pour travailler pour EDF. Ça n'a pas passé, quoi. Donc ils m'ont fermé la porte. Et puis quand j'étais pas encore bien au fait de ma maladie, là, ça bloquait parce que si moi je suis pas au fait de ma maladie, comment devant l'employeur je peux l'expliquer ? C'est aussi compliqué. Comment vous le vivez quand justement vous exposez votre maladie en entretien d'embauche et que finalement, d'une certaine manière, on vous rejette ? Comment vous le vivez psychologiquement à ce moment-là ? Est-ce que vous vous dites j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû en parler, ou est-ce que vous dites au fond c'est mieux ? Oh, ça m'a pas découragé. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans ce parcours de déstigmatisation, à parler de ma maladie autour de moi, à mes proches, à mon dernier employeur il y a 4-5 ans. Et puis, non, ça m'a pas découragé. Mais tu sais que même pour le bénévolat, des portes se ferment. C'est pour ça que nous, on a créé Bénévole Intérim, parce que quand j'orientais des usagers qui voulaient faire du bénévolat via des plateformes dont je tairai le nom, pour faire du bénévolat, parce que sur le site internet, on avait vu qu'il y avait des places. Quand les personnes arrivaient et avaient l'honnêteté de dire qu'elles avaient du temps libre parce qu'elles étaient en souffrance psychique ou handicap psychique, bizarrement, il n'y avait plus de place nulle part. Donc, du coup, on a, nous, créé une orientation parallèle pour pouvoir leur permettre de faire du bénévolat, quoi. Comment on peut expliquer ça alors que des gens qui souffrent de maladies physiques seront peut-être parfois mieux acceptés ? Comment on explique que, y compris dans le bénévolat, des portes se ferment ? Moi, j'hallucine, pardon, hein, je tombe des nues parce que... C'est les représentations sociales qu'on peut se faire de la maladie psychique. Un schizophrène, c'est quelqu'un qui a plusieurs personnalités, qui se promène avec un couteau et qui va tuer des gens dans la rue. Dans la vérité, non. Hein, mais oui, c'est bien, d'accord. C'est bien de le rétablir, cela dit, Pauline, t'as raison. Alors voilà, une personne en fauteuil roulant, c'est entre guillemets une personne qui peut avoir toute sa tête. Moi, je pense que voilà. C'est la stigmatisation, clairement. Enfin, c'est là, voilà.
Et est-ce qu'aujourd'hui on arrive grâce à ce dispositif quand même à faire avancer un peu les mentalités par rapport à ça? Encore une fois, on s'est rendu compte de dire le Covid fait un peu avancer, j'ai l'impression, ce débat sur la santé mentale, sur ces maladies et ces troubles psychiques qui en plus on s'aperçoit arrivent à de plus en plus de gens l'un dans l'autre. Alors ça fait avancer à la fois, je dirais, la déstigmatisation, mais aussi une façon de travailler parce qu'on est de plus en plus sollicité par le conseil départemental ou d'autres assos qui voient finalement le bénéfice de de travailler l'action bénévole et le rétablissement. Moi je vois des parcours d'usagers qui sont arrivés assez dégradés et puis au final on aurait tendance à se dire non, il faut d'abord travailler le logement, la santé, l'hygiène, etc. avant de travailler l'utilité sociale. Et en fin de compte, tant qu'on n'a pas travaillé l'utilité sociale, la personne ne voit pas l'intérêt de se soigner, l'intérêt de prendre soin de soi. Et donc du coup on travaille complètement à l'envers. On leur donne une responsabilité, une utilité sociale, et après elles ont envie de prendre soin de leur santé et de se prendre en main, entre guillemets, comme on le dit, quoi. Un peu comme un parcours d'insertion, déjà l'utilité sociale et ensuite on gravit les marches. Sauf que quand on nous forme en tant que travailleurs sociaux, on nous dit il y a les besoins primaires, c'est vrai. La fameuse pyramide de Maslow. Et finalement Maslow tu le mets à l'envers et ça marche parfois mieux. Non mais c'est vrai, la pyramide tu l'inverses et ça marche bien. C'est vrai qu'il y a une catégorisation dans Maslow qui parfois fait un peu quand même se poser des questions quand même. Voilà. C'est vrai que nous on le voit aussi dans le cadre du dispositif d'insertion en milieu ordinaire de travail, les personnes qu'on reçoit qui ne sont pas forcément en activité professionnelle, on peut identifier, nous en tant que professionnels, qui peut avoir des besoins sur d'autres aspects santé, prise en compte de sa santé, de son logement, d'autres choses à travailler. Mais les personnes sont pas prêtes à ça, sont pas prêtes à entendre ça, sont pas dans cette dynamique-là. Ils me disent moi ce que je veux c'est un travail. Et en partant de cette demande de travail, finalement, on arrive à se dire mais si je veux un travail et si je me maintiens dans mon travail, j'arriverai aussi à maintenir d'autres choses et à travailler d'autres choses. Ça, c'est aussi le levier pour être bien dans mon boulot, je dois aussi prendre soin de ma santé finalement. Bien sûr. Et parallèlement, on arrive à faire évoluer ces aspects-là. Romain ? Donc du coup, comme dans un logement d'abord, il faudrait peut-être un travail d'abord ou une activité d'abord. Oui, pourquoi pas, c'est vrai, effectivement. On l'a entendu quand même, encore une fois, je vais rebondir à nouveau sur le micro-trottoir, il y a quand même des gens qui, quand on leur parle de travail, disent c'est le bonheur. Je l'ai entendu au moins 2 fois, et c'est vrai que du coup, ça peut contribuer et à la santé mentale et aussi à la santé physique. Je lisais dans certains articles en préparant l'émission, des gens qui disent, de merde, si j'ai pas la santé mentale, je peux pas avoir la santé physique. Oui. Dans le micro-trottoir, quand on dit c'est le bonheur, moi je pense aux jeunes qu'on accompagne et combien de fois ils me disent mais écoute Pauline, pour pécho, pour draguer, qu'est-ce que tu veux que je leur dise moi Non mais c'est vrai, qu'est-ce que tu fais? La première question qu'on me dit c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille pas, et c'est vrai qu'il y a vraiment cette question du travail qui est importante, et même le plus basique des travails, alors même si en termes d'épanouissement perso ça va pas être top, ça donne quand même une certaine légitimité aux yeux de la société qui te permet quand même d'ancrer dans une certaine sphère sociale, quoi. Et est-ce que le bénévolat permet de combler justement ce manque des fois on peut pas aller chercher dans le travail justement? Est-ce que ça permet de faciliter, de dire ok, je travaille peut-être pas mais je participe activement à la vie en société? Assurément. J'imagine que la personne qui se dirige vers une structure en tant que bénévole choisit. Bien souvent, les gens ne choisissent pas leur travail ou ne peuvent même pas travailler. Le fait de pouvoir choisir, je pense déjà peut valoriser, en termes d'épanouissement, peut favoriser. Après, je sais pas, on peut demander à Stéphane. On va se tourner vers Stéphane, qui est bénéficiaire du dispositif bénévole intérim. Justement, est-ce que du coup aujourd'hui, si on vous pose la question, dans la rue, vous rencontrez quelqu'un et qui vous demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment vous qui êtes dans le bénévolat, comment vous le vivez et qu'est-ce que vous dites? Moi, je m'épanouis dans le bénévolat. Surtout voir toutes les semaines les enfants en soutien scolaire. Parfois aller voir toute la semaine en centre de loisirs, et alors en plus moi donc j'étais auxiliaire de scolaire avec des enfants dans mon parcours pro, donc je m'épanouis. Et puis préparer des repas, surtout pour les maraudes, on fait ça depuis les SDF, les SDF, donc c'est quand même quelque chose de très positif pour les SDF. Super valorisant en plus. Et pour moi aussi, bien sûr. Donc oui, je m'épanouis. Vous nous disiez dans votre témoignage aussi, moi il y a quelque chose qui m'interpelle, donc vous dites effectivement, moi je souhaitais un peu déstigmatiser finalement ma maladie, en parlant. Est-ce que cette démarche, d'abord vous l'assumez effectivement et je trouve ça fantastique, mais est-ce que cette démarche pour vous c'est la bonne?
Question compliquée, hein. Et la question peut se poser pour tout le monde. Moi, je suis diabétique, par exemple. La question, je me la pose des fois quand on me parle. Est-ce que je dois le dire, par exemple? Moi, j'imagine que si j'avais un ami diabétique, j'en ai pas. J'aimerais qu'il m'explique les symptômes. Enfin, si je peux faire une crise de diabète, moi, je sais pas quoi faire. Hein. Donc, pareil, auprès de mes proches, expliquer ma maladie, expliquer mes symptômes, expliquer pourquoi parfois je m'efface et pendant quelques semaines je donne pas de nouvelles et parfois je suis plutôt exubérant, très à l'aise et parfois je suis totalement neutre. Et donc, je pense que c'est mieux de l'expliquer auprès de mes proches, bien sûr. Après, la déstigmatisation, je pense qu'on peut la prendre de deux façons. C'est soit dire je suis malade et je peux avoir une vie à peu près normale, ou je cache ma maladie et ça peut faire aussi partie de la déstigmatisation dans le sens où on voit pas que je suis malade, quoi. Donc ça va prendre aussi, je pense, à deux. Oui, dans les deux sens. Dans les deux sens. Mais après, Stéphane a choisi de prendre le premier sens, quoi. Ouais, c'est ça. La déstigmatisation, ça me permet aussi de l'accepter, ma maladie. Alors, moi-même. On va devoir bientôt se quitter. Moi, j'aime beaucoup cette notion-là. Je trouve que quand des fois on déstigmatise et qu'on parle de sa maladie, qu'elle soit psychique ou physique, ça permet effectivement de mieux l'accepter. Là-dessus, on va se rejoindre. Et c'est là-dessus qu'on va devoir se quitter. Merci Stéphane pour votre témoignage. Merci à vous. On était ravis de pouvoir échanger et débattre avec vous. Merci aussi à Bérangère Marchesi. Je vais y arriver. Chaque fois, quand j'en ai un sur qui je me trompe, c'est toujours le même. Voilà, merci à vous d'être venu dans cette émission. Merci également Marc Guillemin. Alors c'est Mathieu. Non. Merci aussi à mes acolytes Roman, Philippe et Pauline d'être venus dans cette émission. On va la finir en se donnant un rendez-vous le mois prochain. Alors sur une thématique mystère, je crois. Alors, thématique mystère. En fait, l'association Espoir 54 organise un marché de Noël en partenariat avec la SPA. En fait, on accueille le marché de Noël de la SPA dans nos locaux parce que les leurs sont en travaux. Donc voilà, nos locaux seront ouverts le 12 décembre de 10h à 17h pour un grand marché de Noël. Et il y aura également le vernissage d'une artiste, Caroline, à 11h à l'étage. Avec grand plaisir, c'est un bon rendez-vous qu'il faut bien vous noter dans vos agendas et on se retrouvera le mois prochain aussi sur RCN, une émission un peu spéciale, animée, organisée je crois par des stagiaires de l'IFSI. C'est exactement ça, on laisse place aux jeunes et c'est les stagiaires de l'IFSI qui animeront et prépareront cette intervention. Eh bien on se donne rendez-vous le mois prochain. Merci à tous pour cette belle émission et j'espère qu'on reparlera tous ensemble du travail et de la santé mentale. C'était vaste, je crois qu'on a abordé même pas 5% de ce qu'on aurait aimé aborder tous ensemble. On va se séparer sur le titre d'Orelsan, Jour meilleur. Qui a choisi ce titre? Je crois que c'est un bénéficiaire. Alain Thibault. Oui, c'est Alain, pardon. C'est Alain qui fait partie du dispositif bénévole intérim et qui a des responsabilités aussi sur Espoir 54 en tant que représentant des usagers. Eh bien, on termine cette émission avec ce très beau titre d'Orelsan. Belle journée à vous tous et merci à tous. À bientôt sur RCN. RCN, www.rcn-radio.org